Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une mise au point qui portera le numéro 6 dans la série des mises au point. Une mise au point portant sur non pas une mais deux de mes brèves de la journée, étant donné que en cette journée du 22 mai 2022, j'ai envoyé au courrier des stratèges deux brèves ayant trait, dans des perspectives différentes, à ce qu'on pourrait appeler les derniers développements de la saga Raoult. Il faudrait d'ailleurs probablement dire de la saga des Raoult, puisque de plus en plus on a droit à la famille tout entière. Alors ça, c'est culturellement très intéressant, hein, cet aspect tribal, l'implication de toute une famille, et puis aussi l'exhibitionnisme des protagonistes. Je pense que tout ça, ce sont des traits culturels provençaux, marseillais. Hein, pour moi, c'est très intéressant, puisque je viens d'un tout autre horizon au sein de l'Hexagone. Et d'ailleurs, ça me fascine. Je pense que Marseille serait l'un des rares endroits de l'Hexagone où, où ça pourrait encore m'intéresser de vivre un certain temps. Avec probablement la Corse. Mais bon, la Corse, là, c'est déjà différent. Là, on est déjà presque dans le Caucase. Les choses se passent de toute évidence de façon plus discrète, hein, alors que Marseille, bon, bah, c'est la comédie, hein, c'est l'histrionisme. Cela dit, le but de cette mise au point n'est pas de vous faire part de mes observations d'anthropologue sur la culture marseillaise, mais d'essayer de transmettre quelques éléments de méthodologie. En effet, de mon point de vue, la valeur ajoutée de mes textes, de mes exposés oraux, ce n'est que très rarement, ça arrive, hein, notamment dans la série Entendu à Budapest, puisque j'y relaye des analystes qui eux-mêmes ont accès, un accès souvent exclusif, ou du moins restreint, à des sources, notamment des sources dans des langues que peu de gens, y compris dans le monde des médias, comprennent en Europe de l'Ouest. Donc il m'arrive, oui, quand même de proposer à mon auditoire disons, des informations factuelles relativement rares ou relativement neuves, mais je dirais que c'est quand même le cas d'exception. En règle générale, je pense que la plus-value la plus précieuse de mes observations consiste plutôt dans l'éducation du regard. J'irai un peu plus loin. En dehors d'un certain nombre de journalistes d'investigation, dont il faut d'ailleurs se méfier parce que très souvent leur activité est très gourmande en moyens et donc il faut toujours se demander qui finance ça. Mais de toute façon, c'est l'exception. Pour le reste, 95% de la presse de nos jours, mais par de nos jours, je veux dire du dernier demi-siècle, euh, ne n'a pas pour mission, ne peut même pas avoir pour mission, quand elle prétend le contraire, elle ment, de porter à votre connaissance des informations nouvelles pour une raison simple, elle n'en dispose pas. Les reporters qui allaient sur le terrain, tendaient le micro à un acteur d'une certaine importance, par exemple un officier de l'armée américaine au Vietnam, et revenait par le premier avion avec une cassette d'une importance euh, hors du commun, avec un scoop. Et bien justement, ça n'est pas par hasard que je prends des exemples dans la guerre du Vietnam, puisque bah, c'est la dernière fois que ça s'est produit, hein, et ça a été, du point de vue de la guerre informationnelle pour les États-Unis, une telle catastrophe qu'ils en ont par la suite et après les États-Unis, pratiquement toutes les autres puissances du monde tiraient les leçons. Et les leçons, ça voulait dire ne plus jamais laisser de journalistes s'approcher des événements en règle générale, que ce soit des lignes de front, que ce soit des scènes de, de guérilla, de guerre asymétrique, terroriste, etc. En tout cas, toujours première chose à faire du point de vue des États, boucler le périmètre et s'assurer qu'aucun journaliste n'y aura accès. Et donc depuis lors, 95%, ou en tout cas
50 ans plus tard, au jour d'aujourd'hui, 95% des contenus médiatiques, écrits, audio, vidéo, c'est simplement du recyclage de ce que, un peu comme si vous voulez, les banques centrales, voyez, activent la pompe monétaire, mettent des liquidités en circulation, et puis ensuite vous avez toute une chaîne alimentaire qui recycle ça. Et bien là, le rôle des banques centrales, il est occupé par les agences de presse. Hein, conseil important, intéressez-vous à ce concept d'agence de presse. Essayez de voir combien il y a d'agences de presse dans le monde, à qui elles appartiennent. Euh, c'est absolument essentiel. Et en dessous de l'agence de presse, toute l'activité journalistique, 95% de l'activité journalistique du monde actuel, c'est du recyclage. Hein. Il n'y a pas d'information neuve. Euh, Vous voulez vous dispenser de ces 95%, eh ben vous vous abonnez au feed, hein, donc aux dépêches de presse, de manière à les recevoir de façon prioritaire dès qu'elles sont mises en circulation de telle ou telle agence de presse, si possible de plusieurs, et puis vous n'aurez plus jamais besoin de lire aucun titre de presse en ce bas monde. Je fais cette précision parce que je reçois souvent, en commentaire de mes brèves du Courrier des stratèges, euh, en gros, quel que soit, à vrai dire, le ton et le style et la méthodologie de ces brèves, mais quand en gros les lecteurs ont l'impression que ça confirme leurs biais, leurs a priori cognitifs, idéologiques, etc., euh, soit il n'y a pas de commentaires, soit j'ai droit même à des commentaires tout à fait laudatifs. Et dès que ça va à l'encontre, qu'ils ont par exemple l'impression que j'ai dit du mal de Saint Vladimir Poutine, hein, qui semble-t-il serait maintenant le saint, alors on ne sait pas très bien de quelle église, mais en tout cas un saint. Et alors là, tout d'un coup, ils se transforment tous en déontologues, ils se lancent tous dans le consulting médiatique d'ailleurs, puisque visiblement ils disposent instantanément d'une grande expertise de ressources humaines, hein, en matière de recrutement des journalistes et m'explique soit à moi, soit à la direction du courrier des stratèges, que bon, me recruter n'était pas une si bonne idée que ça, étant donné que la valeur informative, hein, retrouvé cette expression dans plusieurs commentaires de ce style, la valeur informative de mes brèves serait extrêmement basse. Euh, alors ça me fait toujours sourire, étant donné que la valeur informative, stricto sensu, c'est-à-dire s'il fallait vraiment peser les contenus de presse à l'aune des informations factuelles neuves qu'ils contiennent, la valeur informative de mes brèves, de ce point de vue-là, est de zéro. Euh, et d'ailleurs, je dirais de 99% des autres contenus du Courrier des stratèges aussi. Et d'ailleurs, de 99% de tout ce que publie 95% des médias. Et encore une fois, les rares exceptions, bah, ça va être des journalistes d'investigation, des agences de presse, etc. Donc, dans tous les cas, des entreprises bien plus coûteuses que la moyenne des organes de presse opérant sur le marché. Et du coup, ben, là, effectivement, vous aurez pour une fois des éléments factuels neufs, mais il faudra vous demander d'où ils viennent et qui a financé leur extraction. Hein, exactement comme pour les métaux précieux. Oui, ça arrive sur le marché bah, parce que quelqu'un a construit une mine, hein, et ça coûte très cher. Donc il faut se demander qui est l'entreprise minière. Alors évidemment, on me répondra que comme nous vivons dans un âge de la surabondance informative, le travail en réalité de la plupart des organes de presse de ces 95% dont je parle et dont nous faisons partie, ça n'est évidemment pas l'extraction à proprement parler d'informations, mais leur sélection. Et comme la thématisation est devenue un aspect essentiel des guerres de l'information, effectivement, on peut se montrer bon stratège, on peut rendre service à son lectorat en sélectionnant de façon pertinente. Et de ce point de vue, je pense d'ailleurs que s'abonner au Courrier des stratèges est probablement l'un des meilleurs rapports qualité-prix, on va dire, en termes de retour sur investissement euh,
disponible sur le marché médiatique francophone actuel, dans la mesure où je pense qu'en général, ce travail de sélection euh, judicieuse de l'information, que ce soit par moi, par Éric Vérec, par Édouard Husson, etc., au courrier des stratèges, est plutôt bien fait. Cela dit, on en revient à la parabole, vous savez, de l'homme qui a faim et à qui on peut soit offrir un poisson, soit apprendre à pêcher. Et évidemment, la valeur ajoutée la plus importante, c'est jamais le poisson qu'on offre, les sélections euh, qu'on diffuse toutes prêtes, mais c'est l'apport méthodologique, c'est cette éducation du regard qui, à condition de faire un peu attention, pourrait bien à terme vous permettre de pêcher vous-même. Or, dans ce domaine de l'éducation du regard, c'est-à-dire euh, comment se former méthodologiquement à une vie qu'on est de nos jours bien obligé de vivre dans le contexte d'une guerre informationnelle omniprésente, la leçon la plus importante, celle que je compte aborder maintenant, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres dont on n'aura pas le temps de parler, en tout cas pas aujourd'hui, c'est de comprendre les mécanismes de la thématisation. Alors, un hasard finalement biographique fait que je sois assez bien placé, y compris en termes de curriculum universitaire pour une fois, euh, pour comprendre ces mécanismes, étant donné que dans une vie antérieure, j'ai été linguiste. Euh, donc j'étais censé voyez, enseigner la linguistique générale dans des universités, dont j'ai entre-temps été exclu, bon, si vous voulez, pour des raisons de lèpre culturelle, hein, puisque je suis affecté d'un certain nombre de handicaps spirituels tout à fait infamants de nos jours. J'ai des idées hautement incorrectes. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il existe des femmes et des hommes, que ce sont deux sexes différents. J'ai l'impression que l'homme est mortel. J'ai l'impression que la météo n'a jamais cessé d'évoluer depuis l'apparition d'une atmosphère autour de la croûte terrestre. Enfin, ce genre d'idées criminelles, hein, il n'y a pas d'autre mot, qui, en attendant la prison, mais en attendant de vous conduire dans une prison, en tout cas, vous conduisent très très efficacement hors des universités de nos jours. Mais bon, j'en ai quand même conservé quelques souvenirs, et donc je me disais que je pourrais en faire profiter mon auditoire. Il existe aussi des perspectives, des métaphores non linguistiques pour essayer de faire comprendre le même mécanisme. Et j'évoque d'ailleurs dans l'une des brèves que concerne la présente mise au point, j'évoque d'ailleurs l'une de ces métaphores la plus souvent évoquée, parce qu'elle est relativement simple, qui est celle du prestidigitateur, hein. Donc le prestidigitateur, dont bon, 90% de ces trucs vont évidemment consister à attirer votre attention sur la main gauche, pendant que évidemment la main droite, sans que vous le remarquiez, va aller récupérer le pigeon, la cravate, le chiffon, voilà, qui va, qu'on va avoir l'impression de voir apparaître magiquement. Non, il y a rien de surnaturel, il y a simplement une main à laquelle vous n'avez pas fait attention parce que il avait réussi à obnubiler votre attention en faisant virevolter l'autre main. Alors c'est pas mal, je dirais que c'est une métaphore qui est assez efficace, qui a un certain potentiel, qui est susceptible de faire progresser votre esprit en direction de la compréhension de ces phénomènes de thématisation, mais on peut aussi essayer d'articuler ça de manière un peu plus notionnelle, un peu plus philosophique et linguistique, et c'est ce que je vais essayer maintenant. Alors il faut savoir que en linguistique, en théorie de l'information, qui est quelque part entre l'informatique et la linguistique, quand on analyse les énoncés des langages humains, on commence généralement, parce que c'est une dichotomie semble-t-il universelle, par distinguer ce qui relève du thème et ce qui relève du rème. Donc les éléments dans, disons, une phrase, les éléments thématiques et les éléments rématiques. REM, c'est R-H-E-M-E, donc du grec rema,
qui est cette racine que vous trouvez aussi dans la fameuse maxime présocratique Pantarei, tout s'écoule. Hein. Donc, ce qui est rématique, c'est ce qui a trait au devenir. Thématique, en revanche, là c'est la même racine que dans des mots comme thèse, c'est ce qui est fixe. Hein. Ce qui est d'ailleurs pas forcément fixe en soi, en réalité rien n'est fixe en soi, mais ce qui est rendu fixe par le regard. Donc en réalité, que veut-on dire par thématique? Par thématique, on entend des informations que le locuteur, souvent d'ailleurs le locuteur et l'interlocuteur, du fait d'un consensus culturel, considèrent comme déjà acquises. Hein. Donc c'est le front informationnel commun. Donc par exemple, nous partons en excursion. Bon, tous les membres de l'excursion savent qu'ils sont en excursion. Donc le fait qu'ils sont en excursion, l'excursion en elle-même, n'est pas un élément neuf. Ça va en revanche être un possible thème de conversation et thème d'énoncé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir énoncer quelque chose, affirmer quelque chose à propos de l'excursion. L'excursion, c'est l'information ancienne, sur laquelle on va, en fonction de ses besoins, greffer une information nouvelle. Donc par exemple, ça fait 2 heures qu'on est en route pour le, le but de l'excursion, et puis mais on se rend compte que, en raison de phénomènes météorologiques, pardon, de changements climatiques, bon, ça se présente mal, il va y avoir un orage, on va être obligé d'annuler l'excursion. Donc quand je dis l'excursion va devoir être annulée, vous voyez, dans une phrase française comme ça, vous avez l'excursion, c'est la partie thématique, c'est souvent le sujet dans des langues de type sujet-objet, comme la plupart des langues indo-européennes. Et puis vous avez ce qui sera en français, dans ce cas-là, le groupe verbal. C'est pas toujours le cas, hein, mais en tout cas, c'est la partie rématique qui est va devoir être annulée. Ça, on ne le savait pas encore. Ça, c'est par exemple l'organisateur qui prend la décision soit carrément d'annuler, soit au moins de proposer l'annulation. Et donc ça, c'est de l'information nouvelle. Hein. Avant qu'il ne le dise, ça n'existait que dans sa tête à lui, même si d'autres pouvaient avoir des soupçons, etc. Bon, mais en tout cas, ce qui était le fond commun informationnel, ce que tout le monde considérait comme acquis et qui donc va pouvoir servir de thème, c'est l'excursion en elle-même, donc ça va être le sujet, l'excursion, et tout ce qu'on va ajouter, notamment le groupe verbal. Ensuite, il va y avoir des choses entre les adverbes, etc. Mais ça, ça compliquerait, si vous voulez, l'analyse pour l'instant. Va devoir être annulé, voilà, ça c'est le REM, c'est l'information neuve. Et là, ce qu'il faut comprendre est que tous les manipulateurs, consciemment ou inconsciemment, hein, ils n'ont pas tous eu un professeur formé en linguistique générale à l'école normale supérieure comme moi, et maintenant comme vous, mais la pratique en tout cas le leur enseigne, c'est que quand on veut dissimuler une distorsion de l'image du monde, hein, quand on veut faire passer des, des éléments cognitifs en réalité nouveaux, quand on veut les infiltrer discrètement, les greffer, on va dire, de manière imperceptible sur une vision du monde partagée qui, à l'origine, ne les contenait pas, hein, parce que la manipulation, c'est ça. Eh bien, il faut à tout prix éviter de les présenter, si vous voulez, donc dans les messages de propagande, ces éléments qui sont les éléments en fait les plus importants. C'est l'information, c'est la distorsion capitale, hein, c'est la manipulation elle-même. Mais ils ne devront jamais apparaître dans la partie rématique du message. Donc apparemment, ce qu'on affirmera n'aura jamais trait à ce qu'on cherche en réalité à installer dans les esprits. La distorsion, on va au contraire systématiquement la planquer dans la partie thématique. Alors qu'en réalité, c'est du REM, puisque ça n'est pas réellement une information partagée. Rétrospectivement, les participants à l'acte langagier, les auditeurs, les targets, les cibles, auront l'impression que bon, bah, ils l'ont toujours su, oui, c'est sûr, ça fait partie de leur vision du monde. En fait, 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tôt, ça n'en faisait pas encore partie, mais justement, cette amnésie, on a réussi à l'obtenir en planquant ces éléments de facto rématique dans la partie thématique de l'énoncé de propagande.
Alors, dans le domaine langagier, bon, bah, il y a un exemple tout à fait canonique qui est, alors on pourrait multiplier, bon, mais celui qui marque souvent les esprits, probablement parce qu'il a aussi une teneur un peu vaguement obscène. Bon, c'est cette question piège qui est la suivante. Comptez-vous, oui ou non, cesser de vous masturber? Alors, on voit bien le piège, comme c'est une question fermée, hein, donc qui, dans la structure linguistique, exige une réponse par oui ou par non, hein, à la différence des questions ouvertes de type quoi, comment, quand, où, etc. Là, on peut répondre par l'affirmative ou par la négative, ou sinon on a violé, si vous voulez, le protocole communicatif, hein. Quand vous posez une question fermée et que l'interlocuteur vous répond dans 10 ans ou je vais voir si j'ai le temps, il peut se faire comprendre, mais suite à une réinterprétation, c'est-à-dire parce qu'en réalité, il a violé le protocole. Or, en l'occurrence, qu'on réponde oui ou qu'on réponde non, il y a un élément qui n'est pas forcément véridique, mais qui, étant donné qu'il a été planqué dans le thème, dans la partie thématique de la question, va être considéré comme validé par la réponse quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que si vous répondez oui, ah oui, vous comptez donc bien cesser de vous masturber. Conséquence, vous reconnaissez avoir jusqu'à ce moment-là eu des pratiques masturbatoires. Vous répondez non, bon, euh, c'est très bien, vous assumez vos pratiques masturbatoires, etc. Mais que vous en ayez eu ou pas d'ailleurs précédemment, de toute façon, on va tirer de cette réponse la même conclusion. C'est-à-dire, dans les deux cas, vous êtes supposé avoir été un masturbateur jusqu'au moment où vous répondez à la question. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, revenons à cette fameuse saga Raoult. Donc d'abord, à une époque où on avait encore affaire qu'au père Raoult, n'est-ce pas, la manipulation, c'était, et qui se poursuit, hein, forcément, c'était ce débat du covidisme et de l'altercovidisme. Donc, il y avait une pandémie qui n'existe pas, hein, qui avait été rendue possible de façon purement langagière par une décision datant, je crois, de 2009 de l'OMS, qui avait ben, finalement transformé la notion, au moins dans le langage administratif de l'OMS, la notion de pandémie en une notion subjective, dans la mesure où les critères quantitatifs, les critères statistiques démographiques auxquels elle était jusque-là soumise, ont été écartés, ce qui fait que finalement, bon, bah, c'est devenu une question d'appréciation, à partir du moment où il n'y a plus de seuil qualitatif. Et c'est ce qui fait que, par exemple, les spécialistes de l'INSEE, en France, bon, qui n'ont pas tous eu le courage de Pierre Chaillot, mais qui, finalement, pour la plupart, vous voyez, c'est pas des gens très courageux, mais dans la mesure du possible, ils ont quand même évité de faire des faux en écriture. C'est-à-dire que finalement, ils pouvaient respecter la narration officielle, tout en sachant très bien que c'est totalement bidon, mais dans la mesure où préalablement, et déjà 10 ans avant, les concepts de base avaient été truqués, hein. Et c'est là qu'apparaît la manipulation. Donc, tout à fait sur le modèle hein, de la question comptez-vous oui ou non cesser de vous masturber, vous avez la question pour faire reculer la pandémie, faut-il faire confiance à l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, je ne sais plus quoi, ou attendre la mise au point, hein, l'arrivée des sérums injectables sauveurs de l'humanité. Vous remarquez que dans les deux cas, pour faire reculer la pandémie, fait partie relève de la partie thématique de la question. Donc c'était exactement comme on va dire le soupçon de masturbation dans l'exemple précédent, hein. Quelle que soit la réponse que vous donniez, vous avez dans les deux cas avalisé l'idée, vous avez gobé l'existence d'une pandémie qui, je renvoie aux observations et maintenant au livre de Pierre Chaillot, n'a pas existé. La statistique démographique ne permet pas de la rendre visible. Alors, soit c'est invisible, c'est une créature, c'est mystique, c'est un truc surnaturel, soit c'est tout simplement qu'on vous a raconté des bobards. Alors ça, c'est l'un des exemples de manipulation cognitive qu'on peut relever en suivant d'un œil critique cette saga Raoult ou cette saga des Raoult.
Mais maintenant, il y en a un autre. Ça, c'est un peu plus neuf. Et c'est cette surabondance d'ailleurs de la matière qui a fait que finalement j'ai consacré à ces développements non pas une mais deux brèves aujourd'hui. En effet, 2 ans, 3 ans plus tard, patatras, entrée sur scène de la fille Raoult, qui a donc marché dans les pas de son père, hein, visiblement s'occupe aussi de médecine, de sauver l'humanité, bah, voilà. Qui évidemment s'en prend d'une manière tout à fait indigne à son père, mais on sait qu'on vit dans une société malade, dominée par une idéologie antifamiliale, et qui récompense, hein, qui encourage ce genre de comportement, hein. Les enfants qui s'en prennent à leurs parents, c'est formidable, hein. C'est du point de vue des boomers, qui sont la génération de mai 68, c'est ce qu'on peut faire de plus chouette, de plus courageux, de plus, je veux dire, c'est l'incarnation du bien, hein. Et donc elle s'en prend à son père, elle prétend avoir plus ou moins adhéré à ses prises de position, jusqu'à ce qu'elle se mette à lire d'un œil qu'elle dit critique les fameuses études sur l'hydrochloroxine, etc. Et constatant, dit-elle, des biais méthodologiques, enfin bref. Elle vous explique que voilà, ben, la chloroquine n'a pas sauvé tant de patients que ça. J'allais dire oui, là, moi j'aurais tendance à lui faire confiance parce que sauver de quoi? Vous voyez, c'est-à-dire pour les sauver, il aurait fallu en réalité que la mortalité recule par rapport aux années précédentes. Il aurait pratiquement fallu ramener des mourants à la vie. C'est d'ailleurs, quand on s'intéresse au modèle utilisé par l'INSEE, quand ils ont essayé bien maladroitement de contrecarrer les observations de Pierre Chaillot, on s'est rendu compte que désormais l'INSEE avait, on va dire, un modèle de base dans lequel, bon, on arrive à la conclusion que vers 2050, les Français seront immortels. Vous voyez, la mortalité en fait disparaît. Alors à partir du moment où vous avez admis ce genre de prémisse, oui, vous pouvez considérer que bon, ben, par rapport à cette attente qui est celle du passage à l'immortalité, hein, l'année 2020 a été extrêmement préoccupante puisque des gens qui seraient censés devenir immortels ont quand même, notamment vers leurs 90 ans, notamment en stade terminal de cancer, etc., fini par mourir, ce qui est absolument scandaleux, hein, du point de vue de l'idéologie de l'Occident finissant. Bon. Donc, effectivement, contre cette permanence de la mortalité humaine, je pense aussi que la chloroquine n'a pas dû être beaucoup plus efficace que les sérums miracles ou que sais-je. Euh, donc, elle avait beau jeu de faire ce genre de remarques, la fille Raoult, même si c'est franchement pas très gentil. Et s'ensuit évidemment un de ces lavages de linge sale qui devrait avoir lieu en famille, mais que la médiasphère actuelle adore rendre public, hein. C'est là que ça devient vraiment jouissif, hein, donc ça commence évidemment sur les réseaux sociaux, et puis tôt ou tard, on va se lancer des avocats, hein, comme des Doberman, voilà. Et alors là, ça devient... là, vous voyez, vous avez l'actualité de l'actualité de l'actualité, hein. C'est-à-dire que vous avez pu, d'abord, la presse a pu communiquer sur la bataille, ce qu'on appelle cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, donc à grand renfort de copies d'écran, etc. Et puis ensuite, elle va pouvoir faire des reportages sur l'actualité judiciaire liée aux plaintes, elle-même motivée par la bataille rhétorique sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est formidable, je veux dire, si vous n'avez jamais fait de mayonnaise de votre vie, moi, généralement, je les rate. Mais voilà, c'est le grand art de la mayonnaise, hein. Au début, vous avez juste un jaune d'œuf comme ça dans le fond d'un truc, et puis à force de battre le truc, tout d'un coup, vous voyez, ça déborde presque. Enfin, c'est vraiment formidable. Et c'est là qu'apparaît le deuxième exemple, sur lequel je me penche plus particulièrement dans la deuxième brève. L'une comme l'autre, les liens menant vers l'une comme vers l'autre seront évidemment reproduits dans la description de cette vidéo. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, de ce concept de cyberharcèlement, hein. C'est-à-dire que
Là encore, ce qu'on vous présente, c'est-à-dire, comme d'habitude, on vous met devant le fait accompli. C'est-à-dire, on pose du principe, on vous oblige à admettre implicitement qu'il existe un crime, hein, donc une activité violente, criminelle, etc., qui s'appellerait le cyberharcèlement. C'est pas tellement défini, c'est bon, mais qui visiblement justifie des plaintes, donc éventuellement des sanctions, peut-être même pénales, je sais pas. Et on va greffer là-dessus une question en réalité parfaitement factice, qui n'a pas une grande importance, mais qui va être censée omnibuler votre attention. Donc là, en plus, c'est parfait, comme il y a une espèce de soap opéra, hein, c'est l'opéra italien, c'est Verdi, c'est Marseille, donc c'est aussi un peu l'Italie, hein, c'est la Méditerranée, c'est la latinité, c'est fascinant, moi j'adore. Donc vous avez le choix, vous êtes pour le père ou pour la fille, hein. Alors, en fonction d'ailleurs aussi de vos préférences personnelles, il y en a qui préfèrent comme ça les mâles alpha à belle barbe prophétique, athlétique, tout ça, et puis il y en a qui ont plus de sympathie pour les quarantenaires quand même bien conservés et bon, voilà, ça peut être à la rigueur sexuelle. En fonction aussi de vos préjugés, donc de la manière dont vous aurez réagi à la manipulation précédente, c'est-à-dire si vous êtes si vous êtes un zélote de la chloroquine ou un fanatique des sérums, bon voilà. En tout cas, on vous invite à prendre parti, on vous encourage fortement à vous impliquer émotionnellement dans un conflit qui, bah, fondamentalement n'est pas le vôtre, hein. Bon, c'est des trucs qui auraient dû se régler au sein de la famille Raoult, si elle était un peu moins affligée d'exhibitionnisme, mais vous me direz, dans ce cas, finalement, on ne serait pas à Marseille. Donc, un peu comme depuis maintenant plus d'un an, vous êtes très fortement incité, hein, en tant que citoyen français, quand même, je pense que la plupart des gens qui suivent cette chaîne doivent, comme moi, l'être, à prendre parti, hein, dans une guerre quelque part en Europe orientale qui oppose plus ou moins d'ailleurs, parce que c'est pas très clair, il y en a un qui est en état de guerre, mais l'autre n'a pas déclaré la guerre, etc. Enfin, en tout cas, des combats il y en a, et ils opposent deux États qui ne sont ni l'un ni l'autre liés à la France par des traités directs et contraignants, hein. Donc c'est un conflit dans lequel n'importe quel citoyen français devrait, en tout premier lieu, et en dépit de sympathie dans un sens ou dans l'autre, mais se considérer comme neutre, hein, puisque c'est la réalité juridique. Et malgré tout, hein, médiatiquement, donc dans l'univers du fantasme, vous êtes très fortement incité à prendre parti, hein, à avoir une attitude de supporter. Allez, Kiev, Azov vaincra, en avant contre les hordes asiatiques, etc. Ou alors, vive Poutine, balance-moi des calibres tout sur tout ça. Enfin, voilà, ces attitudes de supporters de foot. Euh, et bon, là, c'est pareil, hein, faut choisir, voilà, faut choisir son cheval, hein, alors la- le père, la fille. Et donc la question piège, donc je rappelle les exemples précédents, hein, euh, comptez-vous, oui ou non, cesser de vous masturber? Ça, c'était le premier exemple. Euh, pour faire reculer la pandémie, faut-il plutôt faire confiance à la chloroquine, l'ivermectine, que sais-je, ou attendre la mise au point des sérums magiques? Hein, c'est la question qu'on posait en 2020. Bien, et voici la troisième. Qui du père Raoult et de ses associés supporters, de son camp, ou de la fille Raoult, ou du parti de la fille Raoult, là aussi, évidemment, il y a plusieurs personnes impliquées, bon, qui s'est rendu coupable de cyberharcèlement? Et là, vous allez avoir tendance à répondre, je pense généralement, principalement en fonction de vos sympathies personnelles, en tout cas c'est ce qu'on espère, c'est ce que les manipulateurs espèrent. Ou alors, si vraiment vous êtes atteint de méticulosité, etc., vous avez eu comme moi une éducation protestante, enfin bon, vous allez peut-être perdre des journées à aller consulter les pièces du dossier, hein, revenir sur les tweets, essayer de refaire la chronologie des tweets plus ou moins agressifs, délétères, etc., pour vous faire une religion.
Voilà. Le problème, c'est que dans les deux cas, ou même les trois d'ailleurs, si on a les enfin bon, dans tous ces cas, il y a une notion que vous avez avalée sans vous en rendre compte, donc vous avez accepté l'existence, hein, donc exactement comme l'accusation implicite d'être un masturbateur dans le premier exemple, exactement comme l'existence d'une pandémie en 2020 dans le second, dans le deuxième, pardon. Et maintenant, dans le troisième, eh ben, c'est l'existence du crime de cyberharcèlement. Hein, alors qu'on ne sait pas du tout ce que c'est le cyberharcèlement. Ça veut dire quoi? Harceler, donc harceler quelqu'un, harceler, je sais pas, une femme, voilà, ben, l'obsédé sexuel, le violeur, etc. Bon, il la suit. Elle remarque qu'il y a un type qui, le soir, de l'autre côté de la rue, est posté en observation, surveille ses fenêtres, hein, voyez. Tout ça, bon, ça, oui, ça, c'est la définition classique, ancienne, héritée du harcèlement. Ça donnait lieu à des plaintes, puis ensuite à des enquêtes, éventuellement à des condamnations, etc. À la rigueur, on peut étendre ça donc dans un sens déjà un peu métaphorique, mais à certains types d'actions politiques, hein. Dans ma brève, j'ai cité les casserolades. Non pas que je sois un pourfendeur des casserolades, etc., ou Dieu m'en préserve, un partisan de Macron. Enfin, oui, d'accord, quand jour après jour, vous massez des gens sous les fenêtres du domicile personnel, domicile privé de tel ou tel dignitaire à frapper des casseroles, à partir d'un moment, le type, s'il veut dormir, je ne sais pas, peut-être qu'il a des enfants, que sais-je, il va devoir déménager. Déménager, ça implique un coût. Donc, il y a quand même un, il y a un désagrément, il y a euh, des conséquences dommageables, si vous voulez, sur la vie privée, que sais-je, qui peuvent à la rigueur appuyer l'argumentaire, si vous voulez, d'un avocat qui soutiendrait une plainte pour harcèlement. Mais sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Je veux dire, la fille Raoult, elle trouve insultant, que sais-je, obscurantiste, anti-vax, enfin, bon, tel ou tel argument, tel message qu'on lui adresse, bon, bah, elle bloque l'auteur du message, et puis comme ça, elle n'en aura plus. Vous voyez? C'est-à-dire, comment vous faites pour vous faire agresser sur des réseaux sociaux? Vous avez l'option bloc. Euh, Moi, je considère pas avoir jamais été euh, agressé sur des réseaux sociaux. J'ai reçu des messages tout à fait insultants, des menaces de mort, etc. Oui, bon, enfin bon, d'accord. Bon, tant que ça m'amuse, je les laisse, je laisse se défouler. Moi, je suis assez, j'ai le goût de la plaisanterie, oui. Bon. Et puis bon, si ça commence à me fatiguer, à un moment, j'appuie sur bloc. Hein, ça a été spécialement conçu pour ça. Donc, en fait, c'est quoi le cyberharcèlement? Comment on fait pour... ouais. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on essaye d'acclimater cette notion? Ah ben, peut-être parce que à partir du moment où tout le monde sera d'accord, vous voyez toujours cette amnésie induite, c'est-à-dire tout le monde aura l'impression que bah oui, ça a toujours existé, hein, pratiquement depuis l'invention d'Internet, voilà, il y a eu du cyberharcèlement, et puis malheureusement on a mis très longtemps à légiférer, tout ça. Bon, évidemment, la question suivante, ce sera puisqu'on vit dans l'idéologie du risque zéro, hein, donc il faut non seulement réprimer les comportements déviants, ce qui a toujours été le principe des sociétés de la discipline, mais justement, on n'est plus dans les sociétés de la discipline, on est dans une société de la surveillance, donc il faut prévenir l'apparition des comportements déviants. Alors le principe de la guerre préventive, c'est celui qui a été évoqué par à peu près tous les totalitarismes du XXe siècle, notamment quand il s'agissait de justifier un génocide, hein. La Turquie moderne bon, ben, commence sa glorieuse existence par le génocide d'une grande partie du peuple arménien, et qui est officiellement motivé par le fait que si jamais ils se retrouvaient en guerre avec la Russie, les Arméniens étant chrétiens risqueraient de prendre le parti pour la Russie. Ce qui était d'ailleurs pas tout à fait absurde, mais enfin, voyez le type de logique sur lequel on s'appuie des sociétés de la surveillance, hein. C'est absolument glorieux. Euh, et donc, évidemment, si vous suivez l'analogie, ben, comment faire pour que le cyberharcèlement soit non seulement puni, mais devienne même, si possible, impossible?
et bien en faisant disparaître l'anonymat en ligne, hein, ce qui est un vieux cheval de bataille. Je pense d'ailleurs que à des fins pédagogiques, j'ajouterai un certain nombre de liens vers des brèves que j'ai consacrés à ce thème au cours du dernier semestre dans le courrier des stratèges. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir.